Ma question concerne la situation internationale actuelle. Qu'est-ce que vous pensez de l'accueil des réfugiés, notamment les Ukrainiens, mais de manière plus générale, l'accueil des migrants? Alors moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une tradition française, qui est d'ailleurs issue de notre tradition chrétienne et humaniste, qui est l'accueil des peuples persécutés. Donc dès le démarrage de la guerre en Ukraine, j'ai dit que nous devions être à la hauteur de cette dimension de l'accueil et que nous devions accueillir sur notre sol, mais bien évidemment aussi prêter main forte et assistance à tous les pays limitrophes de l'Ukraine qui se retrouvent aujourd'hui désemparés face à l'afflux de millions, parce que chez eux ça se chiffre en millions de personnes déplacées. Donc il fallait qu'on puisse avoir un effort des deux côtés, à la fois accueillir. En Ile-de-France, on a débloqué 500 000 € pour les associations humanitaires, on a débloqué 600 places d'accueil dans les îles de loisirs pour accueillir, mais bien évidemment aussi aider toutes les associations humanitaires, y compris les pompiers qui sont partis en Ukraine pour faire un convoi de la paix, qui sont partis en Pologne pour faire un convoi de la paix, pour qu'on puisse avoir des conditions dignes d'accueil, y compris dans les pays limitrophes. Sur la question des migrants, en revanche, je suis favorable à ce qu'on décide qui on accueille. Et je considère qu'aujourd'hui, une immigration incontrôlée plus une intégration ratée, ça peut disloquer une nation. Donc moi, je suis favorable à des quotas migratoires par pays et par métier, avec un principe simple, les clandestins ne sont pas bienvenus parce qu'ils ne respectent pas la loi française. Et quand il y a un clandestin, il doit rentrer chez lui. Et donc je veux un donnant-donnant avec les pays d'origine. Ils reprennent leurs clandestins, ils ont des visas pour venir, visas d'immigration légale. Ils ne les reprennent pas, ils n'ont pas de visa. Je suis porte-parole de Ta Voix Compte. Nous avons collecté les idées des jeunes de toute la France et voici l'une d'entre elles. Et si les sans-abri étaient accompagnés jusqu'au bout de leur réinsération, que pensez-vous mettre en place? Le problème, c'est que certains nous disent qu'aujourd'hui, il faut arrêter de construire du logement pour des raisons soi-disant écologiques. Alors, moi, je suis pour une écologie humaniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets l'homme d'abord. Et le mal-logement est une immense souffrance en France. Si on construit moins en France, on ne peut plus faire des parcours de logement. Donc ceux qui sont dans le logement, ils restent. Ils restent dans leur logement, ils ne peuvent pas changer. Souvent des logements trop petits, mais ils restent. Et ceux qui sont en dehors du logement, les sans-abri ou les précaires, ils ne peuvent pas y rentrer. Il va falloir construire plus, mieux construire, des logements isolés énergétiquement, avec des biomatériaux, autrement, construire autrement. Sur les sans-abri, on en a plusieurs types de sans-abri en réalité. On a des sans-abri qui relèvent du médico-social, c'est-à-dire qu'ils doivent être pris en charge avec des soins, de la santé mentale, avec de la lutte contre les addictions. Eux, ils doivent faire l'objet d'un suivi spécifique. Et puis on a des sans-abri qui peuvent rebondir, qui se retrouvent à la rue par un accident de la vie. C'est une femme battue, c'est un jeune qui sort de l'aide sociale à l'enfance, c'est une personne qui perd brutalement son emploi. Voyez. Et donc, ces personnes qui peuvent rebondir, il faut qu'on les aide à rebondir tout de suite avec des dispositifs de réinsertion adaptés. Et moi, je confie la gestion du RSA au département et je demande au département de trouver 15 heures de réinsertion pour chaque bénéficiaire de RSA, de façon à lui remettre le pied à l'étrier vers des activités de réinsertion grâce à l'économie sociale et solidaire et ensuite grâce à l'entreprise. Mais je pense que le sujet de l'accompagnement de la personne est crucial. Vous voyez, il ne faut pas donner des chèques, il faut vraiment aider les personnes. Et j'ai fait faire un rapport par une ancienne femme à la rue, Elina Dumont, et je lui ai demandé de me donner de m'expliquer un peu les clés. Mais ces femmes-là, elles ont besoin d'être entre femmes. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de la violence. Elles ont peur de la violence de ces hommes de la rue. Elles ont peur de la promiscuité. Elles veulent être toutes seules. Donc en fait, on a fait des lieux spécifiques pour elles d'accueil. Alors ces grands-parents dont on ne parle pas et qui ne sont pas des seniors comme les autres, ces grands-parents, Madame Pécresse, c'est 23 millions d'heures hebdomadaires de garde de ces fameux petits-enfants. C'est une présence qui a été énorme au moment du Covid et je me suis beaucoup exprimée à ce moment-là pour pas qu'on nous placardise, pour pas qu'on nous mette à l'écart, parce qu'on est dynamique, on est jeune, on a envie d'être présent dans la société et de partager tout notre dynamisme avec les jeunes. Alors qu'est-ce que vous avez prévu pour faire une place à ces grands-parents dans cette société qui a tellement besoin d'eux? Je veux qu'on amène tous ceux qui sont volontaires à venir faire du soutien scolaire rémunéré
qui sera gratuit pour les familles. Donc les retraités, les étudiants, les actifs, tous ceux qui ont du temps, qui ont envie de donner. Je veux un sursaut national pour l'école. J'appelle ça la réserve éducative nationale. Mais je veux faire aussi une réserve environnementale. Pareil, même principe. Je trouve qu'on doit pouvoir donner. Nos retraités ont du temps, mais ils ont aussi de l'énergie. Voilà. Alors évidemment, c'est pas comme le travail. Ça doit être volontaire, ça doit être aussi moins fatigant. Mais il y a tout un rôle à donner à nos jeunes retraités qui doivent un rôle social, voilà, et un rôle de valoriser. Donc je veux vraiment ce soutien scolaire gratuit pour tous et je pense que c'est vraiment important. Comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a des instances qui existent déjà pour les jeunes, mais pour nous, c'est pas suffisant, il faudrait aller encore plus loin. Par exemple, il y a une des propositions de Ta Voix compte qui était de créer des duos députés jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez mettre en place d'autres mesures de ce genre? Moi, je veux décentraliser. Je veux que toutes les politiques, emploi, santé pour lutter contre les déserts médicaux, école, je veux que toutes les politiques, elles soient locales. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'au local, il y a des conseils municipaux jeunes, il y a des conseils départementaux jeunes, il y a des conseils régionaux jeunes. Moi-même, dans ma région, je m'appuie sur le conseil régional des jeunes et à chaque fois que j'ai des mesures jeunes, je leur soumets. Et tous les ans, je leur demande est-ce que vous n'avez pas des nouvelles mesures à me proposer. Par exemple, c'est eux qui m'ont proposé de mettre en place des distributeurs gratuits de protection périodique pour les jeunes filles dans les lycées. Succès phénoménal, il y en a dans tous les lycées maintenant, donc voilà, et ça marche. Donc, et c'est les jeunes, c'est venu des jeunes. Donc ce que je voudrais, moi, c'est, si je suis élue, c'est réunir dans les départements, dans les régions et au niveau national, faire des forums par Internet, parce que c'est votre outil Internet, présenter les projets de loi du gouvernement aux jeunes par Internet et les faire réagir. Est-ce qu'ils sont pour? Est-ce qu'ils sont contre? Comment ils voient les choses? Pour les associer plus. Quand on est sur les réseaux sociaux, on est avec sa bande. Et on ne va pas tellement écouter les gens qui ne pensent pas comme vous. Or, la politique, c'est pas ça. La politique, c'est parler avec des gens qui ne pensent pas comme vous. Et ça, c'est un esprit qu'il faut que vous retrouviez. Et pour vous faire parler avec des gens qui ne pensent pas comme vous, il n'y a rien de tel qu'un grand forum ouvert où on vous fait discuter sur un texte et on vous laisse entendre les gens qui ne pensent pas comme vous. La jeunesse, c'est l'ouverture sur les autres, c'est l'ouverture sur la différence, c'est l'ouverture, c'est le débat d'idées, etc. Et il va falloir retrouver ce goût-là, ce goût pour la politique, que vous avez un peu perdu. La politique avec un grand P, bien sûr. Vous avez prévu d'améliorer, j'ai vu aussi l'excellence de l'école. Qu'est-ce que vous avez prévu pour revaloriser le statut des enseignants et qu'est-ce que vous proposez au niveau pédagogique? Moi, je veux mettre fin au bizutage institutionnel, qui consiste à ce que les jeunes enseignants soient envoyés tout jeunes dans les établissements les plus difficiles. C'est ça qui tarit les vocations. Donc ce que je voudrais, c'est que dans les quartiers les plus sensibles, il y ait plus d'autonomie et qu'on puisse recruter les enseignants qui sont volontaires, avec peut-être des primes supplémentaires, parce que c'est plus difficile de venir enseigner dans ces collèges-là ou dans ces lycées-là, surtout collèges, donc avec des primes. Alors j'ai aussi un grand projet pour l'école. Je voudrais faire de l'éducation artistique et culturelle de la maternelle jusqu'à l'université. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse avoir en fait un pass culture pour chaque enfant, mais quasiment dès la maternelle, et que dès la maternelle, on jumelle toutes les maternelles, les primaires, les collèges, les lycées, dans tout le territoire français, avec une institution culturelle, avec un artiste, et que les artistes viennent, qu'ils soient rémunérés pour venir dans les classes. Et je veux qu'on les aide à aller vers ces cultures. Et je veux aussi que la culture soit itinérante et que les troupes viennent dans les écoles, y compris les écoles rurales, y compris les écoles des quartiers populaires, pour venir faire des spectacles. Parce que la culture, c'est un ciment, mais c'est aussi une barrière pour ceux qui ne l'ont pas. Il y a quand même un problème qui est très dur, c'est le problème de la violence et de la sécurité, toute génération confondue. Comment pensez-vous pouvoir amorcer un virage encore beaucoup plus ferme que celui que vous souhaitiez déjà, mais comment l'amorcer encore plus ferme? Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut faire une troisième force, qui sont les polices municipales.
et qui demandent qu'à prendre davantage de responsabilités. Elles sont là pour faire la police de proximité et elles demandent qu'à le faire, mais elles n'ont pas le droit de le faire. Elles n'ont pas le droit de contrôler les identités. Elles n'ont pas le droit d'ouvrir les coffres des dealers. Il faut que la police municipale soit une vraie police de proximité, qu'elle ait les moyens et qu'on aide les villes qui sont les plus défavorisées à avoir des vraies polices municipales. Et puis le dernier sujet, c'est la justice. Il ne peut pas y avoir de sécurité s'il n'y a pas de sanctions. Je veux beaucoup plus d'amendes forfaitaires sur un certain nombre de délits. Je veux aussi un plan d'urgence pour la justice. Mais vraiment un plan d'urgence, parce que notre justice, elle est noyée sous les affaires non jugées. Donc moi, je fais 50% de hausse du budget de la justice, 16 000 recrutements. Et puis, je demande des délais qui soient respectés. Et puis, les flagrants délits, c'est de la comparution immédiate. Et c'est vrai que j'assume de dire qu'il va falloir des vraies sanctions fermes, des peines planchées pour les multirécidivistes, 1 an de prison ferme quand on s'attaque à une personne qui a autorité. Je pense qu'il y a des mesures comme ça qui sont symboliques. Il faut qu'à un moment, la peur change de camp, quoi. Qu'est-ce que vous envisagez pour diminuer la dette qu'il y a et également aussi à cause de l'inflation, qu'est-ce que l'on peut faire pour les salaires de tous les salariés, y compris les retraités? Alors, je suis heureuse que vous me posiez cette question parce que c'est la première fois, je crois, dans ma carrière politique que la question de la dette n'est pas abordée alors que c'est un sujet majeur. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on réduit ces déficits. Pour les réduire, il faut faire des réformes. Il faut assumer de dire qu'on va dépenser moins et mieux. Et on peut dépenser moins et mieux. Parce que franchement, la bureaucratie, l'enfer bureaucratique, c'est tous les jours des procédures, tous les jours des comités théodules, tous les jours des doublons, des gens qui font 2 fois la même chose. C'est pour ça que je veux décentraliser. C'est pour ça que je veux que l'État lâche prise. Et c'est pour ça que j'assume de dire que je vais faire des réductions, y compris d'effectifs, dans l'administration administrante. Je supprime 200 000 postes dans l'administration administrante et je rajoute 50 000 fonctionnaires. Donc ça fait 150 000 en moins en tout, 50 000 dans protéger, éduquer, soigner, c'est-à-dire là où on a les besoins. 25 000 personnes de plus à l'hôpital, 15 000 de plus dans la justice et 10 000 de plus dans l'école. Ça, c'est très important. Donc j'assume des réformes. Réforme de l'État, décentralisation, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage. Quand on a moins de 50 ans, qu'on gagne plus de 2 000 €, au bout de 6 mois, si on ne veut pas reprendre un emploi, on ne veut pas reprendre une formation vers un métier qui recrute, c'est 30% d'indemnité en moins. RSA, on touche le RSA, on doit 15 heures d'activité d'insertion à la société. Donc je fais des réformes très puissantes qui permettent de faire des économies. On va aller vers les 3% de déficit, on va baisser le déficit. Pourquoi? Parce que sinon, il y aura une dette, et cette dette, il faudra la rembourser. Et il y a 2 façons, effectivement, vous avez raison de la rembourser. C'est de laisser filer l'inflation, ou alors c'est de baisser le pouvoir d'achat des Français. Et moi, je suis la candidate du pouvoir d'achat. Je veux que le travail paye. Avec ma réforme des retraites, je vais permettre que toutes les retraites soient indexées sur l'inflation, y compris les retraites complémentaires. Donc il faudra faire la réforme des retraites. Et puis je veux, pour les salariés, augmenter de 10% les salaires nets sur le quinquennat en plus de l'inflation. Et je commence dès cet été avec 3% de hausse des salaires. J'enlève 1/3 des cotisations retraite et je les transforme en salaires pour que les salaires payent plus. Ça veut dire que quelqu'un qui gagne 1 400 € net, il aura 500 € de plus sur l'année. Voilà. Parce que je veux vraiment qu'on vive dignement de son salaire et de sa retraite.